Marie Toussaint. Bonjour. Nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire du débarquement. Est-ce qu'il aurait fallu inviter la Russie? Ben non, 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 je me satisfais que la Russie ne soit pas invitée. On a besoin de soutenir l'Ukraine, on a besoin d'envoyer tous les messages dans ce sens, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la Russie ne soit pas là. Mais la boycotter aujourd'hui, c'est pas réécrire l'histoire? C'est-à-dire. Ne pas inviter la Russie alors qu'on parle de commémoration du débarquement, les 80 ans, les Russes? Mais écoutez, la commémoration du débarquement, elle vise à défendre la paix et quelque part à saluer la capacité qu'a eu l'Europe sur son territoire, alors qu'on pensait la paix impossible, à la reconstruire et à la maintenir pendant plus de 70 ans maintenant. Et donc, bien la présence de la Russie qui menace à la fois l'Ukraine, c'est une évidence, et je viens de le dire, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, qui menace à la fois l'Ukraine, mais aussi nos démocraties, et donc la paix sur le projet européen, il est normal qu'elle ne soit pas autour de la table. Mais notons qu'il y a 10 ans, pour le 70e anniversaire, François Hollande, lui, avait invité Vladimir Poutine, qui avait pourtant déjà annexé la Crimée quelques mois plus tôt. Et d'ailleurs, il y avait eu une entrevue entre Vladimir Poutine et le président ukrainien de l'époque, etc. Il n'aurait pas fallu essayer de renouveler ce type de rencontre à cette occasion, ou est-ce qu'il y a 10 ans, c'était une erreur d'inviter Vladimir Poutine? C'était peut-être une erreur, et on a vu la naïveté pendant non pas les 10, mais en réalité les 20 dernières années, qui ont été ceux des dirigeants européens, fussent-ils d'ailleurs de gauche, hein, vous avez mentionné François Hollande, on pourrait aussi parler de M. Schröder, le socialiste allemand qui travaille encore aujourd'hui avec la Russie de Vladimir Poutine, ou encore de M. Fillon à droite. Et donc cette naïveté, elle est assez confondante. On aurait dû éviter à la fois l'annexion de la Crimée, mais aussi l'invasion de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on agisse. Moi, je vois Emmanuel Macron faire des coups de com'. J'espère que ce ne sera pas simplement des coups de com' vides. Et ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est de continuer à agir pour l'Ukraine, notamment en tapant Vladimir Poutine au porte-monnaie. Je me suis beaucoup battue dans une lignée de bataille écologiste pour qu'on se libère de ce gaz russe, pour qu'on arrête d'envoyer des milliards et des milliards à Vladimir Poutine. Au premier trimestre 2024, entre janvier et avril, la France a envoyé 700 millions d'euros à Vladimir Poutine pour son gaz naturel liquéfié. Il faut que ça cesse. Il faut enfin taper Poutine au porte-monnaie. Vous évoquiez les coups de com' d'Emmanuel Macron. Je vous cite le président ukrainien Zelensky, invité d'honneur de cette journée, qui s'exprimera aussi demain devant les députés. Ça, c'est un coup de com' d'Emmanuel Macron? Non, ce n'est pas un coup de com'. C'est pas de cela dont je parle quand je parle de coup de com'. C'est bienvenu, cette initiative, cette invitation au président Zelensky? Oui. Oui, non, mais je vous l'ai dit, c'est une journée de commémoration. Il ne faut pas faire de parallèles malvenus. On a besoin d'agir pour la paix. On a besoin d'agir pour la paix, et la paix passe en Europe par le soutien à l'Ukraine de Vladimir Zelensky. Volodymyr Zelensky, oui. Oui. Agir pour la paix, est-ce que c'est aussi permettre d'envoyer des militaires français instructeurs en Ukraine pour former les Ukrainiens aux engins, au risque qu'ils soient directement visés par le Kremlin, comme le menace Vladimir Poutine? Écoutez, on doit être aux côtés de l'Ukraine. Et donc, si ça doit passer par l'envoi d'instructeurs, pourquoi pas? Je souhaiterais que dans ce cas, ce soit plus une décision européenne qu'une décision française. Je parlais de coup de com'. L'envoi de troupes annoncé par Emmanuel Macron de façon isolée est absolument regrettable quand l'Europe a besoin de parler d'une voix forte et d'une voix unie face à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron n'a pas annoncé l'envoi de troupes. Il a évoqué cette hypothèse. Il n'a pas annoncé l'envoi de troupes françaises de façon isolée sur le front ukrainien. Il en a parlé de façon isolée, sans se concerter avec ses partenaires. Vous savez, nous, les écologistes, nous sommes les plus européens, les plus fédéralistes. Nous voulons notamment une Europe de la diplomatie commune, une Europe de la défense commune. Et donc, nous pensons, oui, et a fortiori, quand Vladimir Poutine s'en prend au projet européen, aux valeurs européennes, nous pensons que l'Europe doit parler d'une voix unie et d'une voix forte. Et Emmanuel Macron a aussi souhaité que les Ukrainiens soient autorisés à utiliser les armes livrées par les Occidentaux pour riposter en frappant les bases russes situées en Russie, d'où les Russes visent l'Ukraine. Est-ce qu'il a bien fait? Il a d'ailleurs été suivi par d'autres pays depuis. Oui, je l'ai dit, si ça sert à viser les infrastructures qui attaquent l'Ukraine, alors cela doit être possible. Est-ce que vous diriez, comme Marine Le Pen, par exemple, que Emmanuel Macron est dans l'escalade, qu'il veut entrer en guerre, dit Marine Le Pen? Non, mais écoutez, Marine Le Pen a des liens de longue date avec la Russie de Vladimir Poutine. Elle et ses alliés ont soutenu d'ailleurs l'annexion de la Crimée d'une manière ou d'une autre. Ils ont reçu des financements russes.
Jordan Bardella au Parlement européen n'a voté pour quasiment aucune des résolutions de soutien à l'Ukraine. Donc les choses sont très claires. Je pense que le Rassemblement national travaille main dans la main avec la Russie de Vladimir Poutine, quels que soient les messages qu'ils envoient. Donc leurs propos sont non avenus. Marie Toussaint, il y a une autre guerre qui inquiète les Européens, c'est ce qui se passe à Gaza. Un accord de paix est sur la table et fait l'objet de discussions en ce moment. Emmanuel Macron a dit à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, que l'autorité palestinienne devait assurer la gouvernance de Gaza, une autorité palestinienne réformée, renforcée, dit le chef de l'État, en vue d'un futur État palestinien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non, mais il faut qu'on trouve des solutions. Maintenant, moi, ce que je veux dire sur Emmanuel Macron et derrière sur l'Europe, dont on parlait juste avant, c'est qu'on a peu entendu la voix de la France et la voix de l'Europe dans le conflit qui oppose le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou à la population civile. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus de Gaza? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que quand Joe Biden met sur la table un plan de paix, quand il commence à élever la voix face au gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, eh bien le gouvernement israélien regarde ce plan de paix. Alors il y a l'extrême droite, les ministres d'extrême droite de Benyamin Netanyahou qui disent mais en fait certainement pas, on veut pas aller vers ce cessez-le-feu, on veut pas aller vers la libération des otages. Et des milliers de manifestantes et de manifestants en Israël qui demandent au contraire à ce qu'on aille vers cet accord de paix, la libération des otages. Moi je dis la voix de la France doit être celle et la voix de l'Europe doivent être celles qui demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération des otages et une solution à deux États. Vous connaissez la réponse israélienne, donc dans ces cas-là, comment on insiste comme ça, comment on met la pression? Est-ce que ça doit passer par des sanctions, par exemple? C'est ce que veulent certains à gauche, comme la France insoumise. Mais bien sûr, on a un accord d'association qui unit l'Union européenne et le gouvernement d'Israël. Pourquoi il a été mis en place cet accord d'association? Pour maintenir la paix qui avait été négociée sous les accords d'Oslo. Bon, on voit bien que cette paix et que les accords d'Oslo ont été violés depuis des années déjà. Et donc, l'Union européenne peut agir sur l'accord d'association. Il faut cesser les exportations d'armes au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et puis, on a des accords de commerce, du gaz. On est en train de construire un gazoduc dans la mer Méditerranée pour aller chercher le gaz qui est situé dans les eaux disputées entre Israël et la Palestine. Honnêtement, ce n'est pas faire œuvre de paix. Donc moi, je souhaite que la France et l'Europe agissent pour la paix. Un certain nombre de pays ont reconnu l'État de Palestine. Emmanuel Macron a dit qu'il le fera, mais à un moment qu'il jugera utile, qui sera jugé utile justement pour construire la paix. Est-ce que vous entendez cette argumentation? Absolument pas. Il faut le reconnaître tout de suite, l'État de Palestine? Ça aurait dû être fait depuis longtemps, Monsieur Dely. Et quel est le meilleur moment que maintenant pour reconnaître l'État de Palestine? L'Espagne, l'Irlande, la Norvège, par exemple, ont récemment reconnu l'État de Palestine. Ça leur a valu les félicitations du Hamas. Le Hamas s'est félicité, je cite, que la courageuse résistance palestinienne ait conduit ces trois pays donc à reconnaître l'État de Palestine. C'est vraiment le moment de reconnaître la Palestine? Non, mais écoutez, quand on ne reconnaît pas un peuple, eh bien, on Là, laisse... il ne s'agit pas d'un peuple, il s'agit d'un État qui donc et en retour, il y a eu des félicitations du Hamas. Est-ce que c'est gênant pour ce type de prise de position diplomatique? Est-ce que ça ne sert pas le Hamas en ce moment? Je ne crois pas que ça serve le Hamas. Je pense que la meilleure manière de lutter contre le Hamas, c'est au contraire de reconnaître l'État de Palestine, qu'il y ait effectivement un gouvernement qui soit mis en place pour remplacer le Hamas comme interlocuteur possible sur le terrain. Et évidemment, nous devons lutter contre les groupes terroristes. Marie Toussaint, vous restez avec nous, tête de liste écologiste aux Européennes. On revient juste après le fil info à 8h40, c'est Mathilde Romagnan. Marie Toussaint, il y a un dossier qui a pesé sur cette campagne et qui pèse d'ailleurs au niveau européen. Les différents gouvernements se penchent sur cette question, c'est la question de l'immigration. En matière d'immigration, vous avez des propositions et vous dites qu'il ne faut pas laisser les pays de premier accueil, comme par exemple l'Italie ou la Grèce, accueillir tout seuls les demandeurs d'asile. Il ne faut pas les abandonner. Vous prenez donc une forme de coopération et pourtant les écologistes ont voté contre le pacte asile et immigration qui prévoit justement des mécanismes de répartition entre pays européens. Pourquoi ? Alors, ce pacte asile-migration, non, Monsieur Dely, je suis confuse, mais il ne prévoit pas vraiment la solidarité qui serait nécessaire entre les États européens. Il y a des petits mécanismes, mais ce n'est honnêtement qu'un début. De répartition entre États, et ceux qui ne s'y soumettraient pas seraient invités à payer des amendes, en quelque sorte, une forme de contribution financière pour ne pas s'y soumettre, c'est ça? Ou une marchandisation de la migration et de la misère des demandeurs et des demandeuses d'asile. Bon, ce pacte d'asile-migration, il ne répond pas à la question de la solidarité. Ce pacte asile-migration, il ouvre la voie à une violation des droits humains, comme par exemple la détention des enfants.
quel que soit leur âge. Et ça, je le regrette, mais c'est dénoncé par l'ensemble des conventions internationales des droits de l'enfant. Ce pacte asile-migration, il ne répond pas à ces dizaines de milliers de morts qu'on compte dans la Méditerranée, dans la Manche, à la frontière franco-italienne. Il ne garantit pas que l'Europe aille sauver ces demandeurs et demandeuses d'asile en mer. Et finalement, on reste enfermé dans cette Europe d'une non-assistance à humanité en danger, ce que je regrette, ce qui est en violation des valeurs qui ont fondé l'Union européenne. Donc pour ne pas laisser ces pays de premier accueil seuls, il faudrait un dispositif qui impose, sans contrepartie, sans discussion, aux pays européens d'accueillir un certain quota de migrants. Monsieur Dely, on a besoin d'une solution négociée, mais on a besoin d'une solidarité dans la réception de ces demandes d'asile. On a besoin de revenir sur ce qu'on appelle Dublin. C'est une proposition de longue date des écologistes. Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement en Grèce et en Italie qu'arrivent ces bateaux les plus remplis de migrants. Mais je veux aussi parler de la situation de ces migrantes et de ces migrants. Et on en a un certain nombre qui sont appelés les Nini, qui sont bloqués dans le sud de l'Italie ou de l'Espagne, qu'on l'appelle les Nini, parce qu'ils ne peuvent ni rentrer chez eux, ni rentrer sur le territoire européen. On a des situations de précarité et d'exploitation qui sont extrêmes. Là encore, le pacte asile-migration n'y répond en rien. Et donc, ce que vous dites ce matin, c'est que la France peut accueillir davantage. La France prend effectivement pas tout à fait sa part dans l'accueil des demandeurs et des demandeuses d'asile. Et donc oui, je considère que la France, qui a été le pays de la Déclaration des droits humains, que la France, qui fait partie des États fondateurs de cette Union européenne construite pour garantir l'absence de traitement dégradant infligé à des êtres humains, doit prendre sa part et accueillir ceux qui fuient, celles et ceux qui fuient la misère et la guerre. Et donc si je continue dans votre logique, est-ce qu'il faut régulariser tous les sans-papiers actuellement présents sur le territoire français ? Mais il faut des vagues de régularisation. Vous savez, c'est une tradition de la République française que de régulariser à échéance régulière ces travailleuses et ces travailleurs sans papier. Mais je veux dire... Vous parlez des travailleurs uniquement ou vraiment on parle de tous les sans-papiers ? Non, mais Selon quels critères ? Comment est-ce que vous... Il faut commencer par les travailleurs. Il faut commencer par les travailleurs. Mais on a besoin de ces vagues de régularisation. Après, on a besoin aussi de régulariser la situation des enfants, par exemple. Voilà. Donc ça ne s'arrête pas aux travailleurs. Mais ces vagues de régularisation, encore une fois, c'est une tradition de la République française. Et donc moi, je suis républicaine. Je défends la République française et je défends sa devise liberté, égalité, fraternité. Parmi vos propositions, Marie Toussaint, il y en a une qui concerne à la fois d'ailleurs la question des flux migratoires et aussi l'environnement, la lutte contre le réchauffement ou le dérèglement climatique, puisque vous proposez la création d'un statut de réfugié climatique. Concrètement, à quoi ça ressemblerait ? Comment ça fonctionnerait ? Qui déciderait que tel ou tel individu peut relever de ce statut, peut obtenir ce statut de réfugié climatique ? Alors, si vous me permettez, Monsieur Dely, je vais faire un petit détour, juste pour expliquer un peu les choses. On a aujourd'hui un dérèglement climatique qui est principalement causé par les pays riches ou par des entreprises pétrolières, bien souvent des pays occidentaux, même si c'est en train de se diversifier. Et ce dérèglement climatique, il est là. On a vu des morts de chaud au Mexique, en Inde, pendant ces derniers jours. Il y a quelques semaines, c'était des inondations gigantesques liées au dérèglement climatique au Kenya, et donc des populations qui fuient chez eux. Ils fuient d'abord dans les pays voisins. Et donc tout le monde ne va pas arriver sur les côtes européennes du jour au lendemain. Cela, c'est vraiment un fantasme. Par contre, nous avons besoin d'abord de lutter contre le dérèglement climatique. Et oui, nous devons établir un statut de réfugié climatique en Europe et à travers le monde pour que celles et ceux qui fuient, comme au Bangladesh par exemple, la montée des eaux, puissent avoir un endroit où se réfugier. Alors, après votre détour à caractère pédagogique, concrètement, c'est quoi ce statut de réfugié climatique ? Qui peut l'attribuer ? Selon quels critères ? Comment est-ce que quelqu'un pourrait disposer de ce statut de réfugié climatique ? Il faut une température, il faut un niveau justement de réchauffement climatique qui frappe une région du monde. Il faut que des scientifiques, par exemple, attribuent ce statut, ou est-ce que ce serait des politiques ? Ça marcherait comment, ce statut ? Alors écoutez, dans la Convention de Genève, on a établi un statut et du coup des procédures pour étudier les demandes de façon individuelle, à la base, je le rappelle, pour les demandeurs d'asile qui fuient la persécution, la misère ou la guerre. Eh bien, ce serait la même chose dans le cas des réfugiés climatiques. Et vous voyez, je vous ai parlé des inondations massives au Kenya, je vous ai parlé des morts de chaud en Inde ou encore du Bangladesh qui est en train de disparaître sous les eaux. Donc on est sur les situations extrêmes. Mais elles c'est lors des catastrophes naturelles, vous dire. Lors des catastrophes. C'est assez évident. Mais des catastrophes qui ne sont pas tout à fait naturelles. Je rappelle que le dérèglement climatique est créé par les activités humaines, quel que soit ce qu'en dit l'extrême droite aujourd'hui, et que nous devons absolument, arrêter de détruire cette planète, nous n'en avons qu'une, et deux, effectivement, se mettre en capacité d'accueillir
celles et ceux qui n'ont plus de territoire où vivre, tout simplement. Samedi dernier, Marie Toussaint, une militante écologiste de l'association Riposte Alimentaire, s'en est pris au célèbre tableau de Monet, Les coquelicots au musée d'Orsay. Elle a collé sur l'œuvre un poster adhésif représentant une vision d'apocalypse pour dénoncer les effets du dérèglement climatique, justement. Ce type d'actions qui se sont multipliées ces dernières années, vous trouvez que c'est utile ? En tout cas, ce sont des actions qui visent à attirer l'attention. Et si je peux me permettre, Madame Braclia, elle a collé un adhésif sur une vitre. Et on n'est pas dans le cas d'atteinte à des œuvres d'art, mais d'atteinte à des vitres. Donc, dans le cas de ce tableau, les coquelicots, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une vitre sur le tableau de Monet. Écoutez, moi, de ce que j'ai compris, il y avait une vitre et le musée d'Orsay a très vite communiqué sur le fait que la toile n'avait pas été abîmée. Elle n'a pas été abîmée, ça c'est vrai. Donc vous soutenez ce type d'action, ça vous semble utile ? Je vais être honnête, moi je ne l'aurais pas fait. Moi, mon outil d'action, c'est le droit. J'ai, avec l'association que j'ai fondée, Notre Affaire à tous, mené des actions et fait condamner l'État français pour inaction climatique ou en matière de biodiversité sur le plan éco-phyto. Au Parlement européen, je me bats pour faire condamner les crimes contre l'environnement, pour que les pollueurs... Et on vous pose la question, Marie Toussaint, parce que vous avez entendu la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui réclame, je cite, une politique pénale adaptée à cette nouvelle forme de délinquance. Mais c'est là où j'allais en venir. Vous voyez, moi, je me bats pour faire condamner les pollueurs. Je me bats pour que plus jamais on ait le droit de détruire impunément la planète, de répandre des produits toxiques partout, de détruire le climat, de détruire les conditions de vie sur Terre. Ceux qui s'attaquent à des œuvres d'art. Et Madame Dati se concentre sur comment est-ce qu'on peut réprimer de façon plus importante celles et ceux qui essayent d'attirer l'attention sur l'état de dévastation environnementale. Est-ce qu'on ne peut pas condamner les deux, Marie Toussaint ? C'est-à-dire ceux que vous appelez les pollueurs et puis effectivement ce type d'activistes ? Non, mais chacun son indignation. Voilà, moi, ce qui m'indigne, c'est pas de l'indignation, là, c'est des décisions, justement, en termes de sanctions. Vous pensez qu'il ne faut pas les sanctionner davantage ? En général, ils ne sont jamais condamnés, d'ailleurs. On a des décisions de justice régulières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Qui disent qu'un certain nombre d'actions font partie de la liberté d'expression quand il y a un niveau d'alerte qui est suffisamment élevé. Moi, ce qui me désole, et je vais vous dire dans cette campagne, ce qui me désole, c'est qu'on entend l'extrême droite, Marine Le Pen, hier encore sur BFM, faire de l'écologie l'ennemi public numéro 1. Nous expliquer qu'il ne faut pas seulement ne pas sortir des voitures à essence, mais qu'il faut aussi démanteler les énergies renouvelables et au Parlement européen voter en permanence pour ces produits toxiques qui nous empoisonnent. Ce qui me désole, c'est que dans cette campagne, on n'a quasiment pas parlé de préservation de la biodiversité, on va en parler de préservation de la santé. Mais c'est absolument indispensable. Et vous savez, moi, je ne vais pas passer mon énergie à condamner des actions de militantes et de militants qui essayent de sauvegarder une planète vivable, mais je vais plutôt continuer à dénoncer celles et ceux qui la rendent impossible à vivre. Marie Toussaint, tête de liste écologiste aux européennes. L'entretien continue juste après le fil info de 8h. Marie Toussaint, dans les sondages d'intention de vote, celui qui à gauche semble mener la danse, c'est Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste et Place Publique. Comme vous, Raphaël Glucksmann, il se veut pro-européen, il se pose en défenseur de l'environnement, il érige la lutte contre le défi climatique en priorité, il prône lui aussi un soutien accru aux Ukrainiens face à la menace russe. Clairement, Marie Toussaint, est-ce que pour un électeur de gauche attaché à l'Europe et à l'environnement, aujourd'hui, le vote utile, c'est pas le vote Glucksmann ? Le seul vote utile, c'est le vote écologiste. Je m'explique. Quand au Parlement européen, on a des combats à mener, des combats, on en a parlé, contre les crimes contre l'environnement, pour la réparation des objets, plutôt que d'avoir toujours à en acheter de nouveaux. Quand on a des combats à mener pour la justice sociale aussi, le salaire minimum par exemple, eh bien, ce sont les écologistes qui mènent ces combats chaque jour. C'est pas Raphaël Glucksmann ? C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de vous dire, ce sont les écologistes qui mènent ces combats. Ce sont les écologistes qui sont les plus courageuses et courageux, qui tiennent front face au lobby et qui ne lâchent jamais rien. Vous voyez, pendant la mandature qui vient de s'écouler, on a arraché ce pacte vert qui a été obtenu grâce au vote de la population le 26 mai 2019 pour ces élections européennes et qui a installé au Parlement européen le groupe écologiste le plus important. Ce pacte vert, on l'a arraché, il avait des faiblesses. Pas de financement, pas d'accompagnement social, c'est évidemment le travail qui est le nôtre aujourd'hui. Mais quand c'est devenu difficile... Ce pacte vert, c'est ce qui vous est reproché aujourd'hui, parce qu'il manquait de financement et d'accompagnement social. Vous savez, ce pacte vert, ce n'est pas celui qu'auraient mis en place les écologistes. Nous disons qu'il faut changer de modèle économique, qu'il faut passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare. Et donc, on a besoin d'investir dans la transition écologique. La majorité en place actuelle, les conservateurs, les libéraux, et je le regrette, les socialistes européens, viennent de remettre en place un pacte d'austérité qui entravera tout investissement dans la transition écologique. Et on a besoin d'un accompagnement social. Je reviens sur ma question sur Raphaël Glucksmann. Il ne défend pas l'écologie. À vos yeux, c'est un faux écolo, Raphaël Glucksmann ? Mais je suis en train de vous l'expliquer. Les socialistes européens... Vous parlez des socialistes européens. Souvent, lui-même, d'ailleurs, prend des positions qui sont contraires à celles du groupe des socialistes européens au Parlement européen, lui-même.
Mais vous faites bien de le souligner, il y a une forme d'incohérence quelque part dans ce schéma, parce que voter pour les socialistes, c'est voter pour cette austérité, voter pour le retour des méga camions en Europe, ce qui a été voté en début de mandature, voter pour le détricotage environnemental de la PAC. En fait, c'est simple, quand il y a une crise économique, sociale ou évidemment une guerre, les socialistes, eh bien, ils cèdent à la pression. Le seul vote utile, si on veut continuer à avancer sur l'écologie, à avancer sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, sur le bien-être animal, c'est le vote écologiste. Et puis je vais aller un peu plus loin. Mais Raphaël Glucksmann, il tient des positions qui sont tout à fait respectables. Mais sur sa liste, plus vous allez voter pour la liste de Raphaël Glucksmann, plus vous allez voter pour les gens qui sont en dessous sur sa liste, ses colistières, ses colistiers. Qui, par exemple ? Eh bien, il y a des personnes qui défendent, par exemple, des pistes de ski en plastique dans des aires naturelles dans les Pyrénées. Bon, on a de l'autre côté une grande défenseuse de l'A69, cette autoroute qui est décriée par des milliers de scientifiques, et dont des membres du GIEC. Donc, faut que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on peut, au Parlement européen, dire il faut absolument respecter les recommandations du GIEC. Et sur le terrain, justement, à propos du projet de l'A69, une manifestation devait avoir lieu ce week-end, mais Gérald Darmanin a décidé de l'interdire. Vous trouvez ça normal ? Non, je regrette cette annulation, enfin cette interdiction de cette manifestation. Et vous savez, on doit pouvoir manifester, se mobiliser pour le climat, pour la biodiversité, pour la justice sociale aussi sur ce territoire, de façon pacifique et protégée par les forces de l'ordre. De façon pacifique, justement, Gérald Darmanin a interdit cette manifestation parce qu'il redoute des violences. Il a listé, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours, du matériel qui avait été saisi lors de manifestations précédentes. Je cite, fusées d'alarme, carabines, boules de pétanque, haches, couteaux, marteaux, pelles. C'est utile, ce genre d'ustensiles pour des manifestations pacifiques que vous souhaitez ? Non, mais Monsieur Darmanin joue un peu avec les faits, quand même. Il a récolté ses biens, voilà, qui ne sont pas pacifiques, mais sur plusieurs semaines, en arrêtant les gens par hasard sur les routes pour fouiller leur voiture. Bon, en fait, il n'a aucune idée de si ces objets allaient servir pour cette manifestation. Moi, je le redis, une manifestation qui est autorisée. Servir à quoi, une manifestation qui est autorisée est une manifestation en sécurité. Et moi, je souhaite mais il y a eu des violences lors de manifestations précédentes, Marie Toussaint. Vous l'avez vu, ça ? Il y a eu des violences. Sur la 69, la violence. Mais non. Non, la dernière manifestation qu'il y a eu pour la 69, elle s'est bien déroulée jusqu'à ce que les forces de l'ordre, sur ordre de Gérald Darmanin, viennent empêcher les manifestations qui s'étaient tenues. Je vous rappelle qu'ils ont délogé des scientifiques qui étaient venus parler de l'état d'urgence climatique. Donc moi, je veux bien, mais je considère que dans ce cas, comme malheureusement dans d'autres, Gérald Darmanin est celui qui vient mettre les feux aux poudres, même quand des scientifiques exposent l'urgence climatique. Juste une dernière question politique, Marie Toussaint, parce qu'on l'a vu au fil des débats, des interventions, on le voit encore ce matin. Pendant cette campagne à gauche, vous ne vous faites pas de cadeaux entre candidats. On a donc envie de vous demander, et après le 9 juin, quelle alliance à gauche après ces européennes ? Est-ce que la NUPES, c'est fini ? Moi, je regrette les clivages qui ont eu lieu ces dernières semaines. Je l'ai toujours dit, je refuse de céder à la guerre des gauches. Et je vais vous le dire, il faudra qu'après le 9 juin, la gauche réinvente ses manières de coopérer, mais se retrouve. Parce que une gauche divisée, une gauche qui se fait la guerre, c'est une gauche qui court vers la défaite. Et que oui, quand l'extrême droite grimpe dans les sondages, mais aussi dans la population française, dans les votes, quand on voit une extrême droite à près de 40%, la responsabilité de la gauche, c'est de se retrouver, de réinventer toute la gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous savez, moi je l'ai dit depuis longtemps, on a besoin à la fois de clarté et de sortir de la brutalité. Et donc j'appelle tout le monde à se ressaisir, à se reprendre. On a besoin de clarté, en particulier sur le lien à l'écologie, on vient d'en parler, et on a besoin de moins de brutalité, de cesser de souffler sur les braises de la division. On a besoin que la gauche se retrouve demain. Merci Marie Toussaint, tête de liste écologiste aux européennes. Bonne fin de campagne. On vous rappelle que le scrutin des européennes, c'est dimanche. Restez avec